Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Vous regardez cette vidéo sur Internet. Ah ouais, donc là, on fait même plus d'efforts pour faire semblant d'expliquer des trucs, quoi. Et lorsque vous êtes sur Internet, que vous le vouliez ou non, vous donnez des informations. Vous donnez des données. Alors, ça va de trucs assez basiques et pas très personnels, type votre adresse IP, mais ça peut évidemment aller plus loin. Votre nom, votre adresse email, votre sexe, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, vos opinions politiques, votre parcours professionnel, votre orientation sexuelle, votre santé physique ou financière. Et on va être clair tout de suite, hein, des fois ce sont des données que vous donnez de votre plein gré en fait. Hein. Parce que des fois c'est nécessaire. D'ailleurs, si vous allez sur un site de recherche d'emploi, vous mettez votre CV et un moyen de vous contacter, ouais, parce que sinon ça sert à rien en fait. Le problème, c'est que nombre des sites sur lesquels vous mettez ces infos, ils vendent ces infos à des courtiers en données. Et les courtiers en données, leur matière première, c'est vos données. Et ces courtiers en données, vous les connaissez pas. Voilà, on va faire simple, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez tellement pas que même si vous bossez chez un courtier en données, vous les connaissez pas. Arrive Incogni. Et vous allez voir, c'est assez simple. Vous vous inscrivez sur Incogni, en suivant le lien dans la description, on va y venir. Vous mandatez Incogni pour aller supprimer vos données chez les courtiers en données, parce que si vous le faites pas, ils peuvent rien faire. Voilà, à un moment donné, il s'agirait d'arrêter d'être con aussi. Et c'est tout. Voilà. Incogni, ils connaissent les courtiers en données, ils connaissent toutes leurs procédures de suppression de données, et c'est eux qui font le taf. Vous avez accès à un tableau de bord sur lequel vous voyez en gros où ça en est, mais franchement, de vous à moi, ça vous servira pas à grand chose. Alors ouais, vous verrez que le boulot avance, hein, vous verrez qu'il y a du boulot qui est fait. Hein. Mais vu que les courtiers en données, vous les connaissez pas, à vous, en fait, ça changera rien. C'est le tableau de bord qui vous changera rien. Oui, parce qu'à côté de ça, ça veut tout de même dire moins de spam, moins d'infos sensibles à vous qui se promènent, y compris parfois sur des sites à la légalité douteuse. Et ça, pour le coup, oui, après quelques semaines, vous vous en rendrez compte. En tout cas, moi, je le vois. Et donc, en suivant le lien qui est dans la description avec le code YPENSER, bénéficiez de 60% de remise sur l'abonnement annuel Incogni. Encore une fois, merci à Incogni de continuer à me faire confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Bon, les gens, il y a un truc important à savoir au sujet de n'importe quel scientifique qui se respecte, c'est qu'il doit être capable, de temps en temps, de se poser des questions un peu cons. Du genre, parmi les grands classiques, on va avoir pourquoi est-ce que mon café refroidit au lieu de se réchauffer? Qu'est-ce que je vois si je chevauche un rayon de lumière? Pourquoi les pommes tombent toujours vers le bas? Pourquoi PH est-il fan de James Bond? Ah oui, donc vraiment des questions cons. Peut-être, oui, mais des questions qui ont mené à la thermodynamique, à la relativité restreinte, ou à la gravitation universelle. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein? Non, je veux dire, c'est pas pour faire mon casse-couille, mais c'est pas le bon ordre. Si on veut respecter l'ordre, c'est d'abord la gravitation universelle, puis la thermodynamique, et enfin la relativité restreinte. Bon ordre. Alors, oui, mais non. Voilà, parce que, comme vous allez le voir, on va pas mal se concentrer sur Newton dans cet épisode, et conséquemment, je souhaite finir la liste avec lui. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux et je t'emmerde. N'empêche. De quoi je parlais, moi? Ah oui, les questions cons, ok. Donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va se poser une question particulièrement con sur le papier, mais qui va pourtant révolutionner deux domaines de la science totalement distincts. La physique et les sciences de la Terre. Et cette question con, c'est... comment on fait pour peser la Terre ? D'abord, et au risque d'en surprendre 2-3 parmi vous, sachez que cette question, elle est pas con du tout, en fait. Et pour s'en convaincre, ça va être d'abord à moi de poser une question con. Parce qu'avant de se demander comment est-ce qu'on fait pour peser la Terre, il faut commencer par se poser cette question. Comment est-ce qu'on fait pour peser un truc? C'est-à-dire, intuitivement, peser un truc, c'est vous le posez sur la balance, il y a un nombre qui s'affiche, et voilà. Vous avez pesé le truc. Avec un sac de farine, il y a marqué 1 kg, voilà, 1 kg. Un sac de pommes de terre, marqué 10 kg, 10 kg. Un script de pH, il y a marqué NA. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, il y a marqué NA. Bref, vous l'avez compris, le nombre donc qu'on voit sur la balance, c'est ce qu'on appelle le poids. Alors oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors effectivement, il va falloir qu'on précise un peu, parce que là, jusque-là, en vrai, il y a rien qui va. En physique, il y a deux notions qui sont effectivement liées, mais qu'il faut surtout pas confondre, parce que sinon ça devient n'importe quoi dans les équations. C'est le poids et la masse. Et si je me permets d'en parler, c'est justement parce que quand on pèse un truc sur une balance, on a tendance à largement confondre les deux. Alors, on va vulgariser
à balle, les gens. Là, on parle pas de mécanique quantique, donc on va faire simple. Ce qu'on appelle la masse, c'est la quantité de matière. C'est la quantité de trucs qui composent un truc. L'essentiel à comprendre, c'est que ce livre-là, voilà, mettons qu'il pèse 1 kg, eh ben, sa masse, c'est 1 kg sur Terre, sur la Lune ou en orbite autour de Jupiter. Ça, il n'y a rien qui change. Ce qui va changer, c'est son poids, l'attraction que la planète exerce sur lui. Si en 69, Armstrong avait posé ce livre sur une balance, ça aurait pas affiché 1 kg. Sauf que le poids, il s'exprime en newton, pas en kilogrammes. Autrement dit, même sur Terre, quand je pose mon bouquin sur la balance, il devrait pas marquer 1 kg. Il devrait plutôt marquer 9,8 newtons. Parce que ce qu'on mesure avec une balance, c'est pas la masse. Et ça, on le sait depuis Newton. Exactement. P égale mg. Dans les Principia, en 1687. Vidéo complète sur Newton dans la description. Merci, salut. Mais donc, si peser un objet, en réalité, ça revient à quantifier l'attraction que la Terre exerce sur cet objet. Alors, si je veux peser la Terre, je fais quoi, moi? J'essaie de quantifier l'attraction que la Terre exerce sur elle-même. Hein? Dit autrement, comment est-ce que j'utilise la gravité pour mesurer la source même de cette gravité? Quoi? Dit autrement, si je veux peser la Terre, sur quoi est-ce que je suis censé poser la balance? Plus clair comme ça? Mais dit autrement... Ah mais c'est bon, on a compris que c'était pas possible. Ah ouais, même moi j'ai compris. Yann, qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je fous là? Commence pas à m'engueuler, hein. C'est Franck qui a écrit, je te signale. Si tu crois que j'ai que ça à foutre... Franck, j'espère que t'as pas dans l'idée de me faire un défilé des glandus. Bon, clairement, si on veut peser la Terre, ça va pas se faire avec une balance, hein. Il va falloir qu'on trouve un autre moyen. Fort heureusement, notre bon Isaac Newton nous apporte une solution quasiment presque une solution sur un plateau, là, comme ça, gratos. Parce que dans ses Principia, en 1887, il raconte un truc qui s'appelle la loi universelle de gravitation, qui dit que si vous avez deux machins un peu massifs, pas trop loin l'un de l'autre dans l'univers, la force d'attraction qu'exerce l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un, puisque ça marche dans les deux sens, c'est la masse du premier machin fois la masse du deuxième machin fois une constante qu'on note G, qu'on appelle constante gravitationnelle, le tout divisé par la distance entre les deux machins au carré. Ce qui veut dire que si on connaît la masse de ce livre, ainsi que sa distance au centre de la Terre, on devrait être capable de calculer la masse de la Terre. Et presque. Ah, ouais. Presque, parce que il nous manque en fait la valeur de G, la constante gravitationnelle. La valeur, on la connaît pas. Et alors, ça fait que dans notre équation, on a deux inconnus. Donc on en a une de trop. Et donc, on est à un moment de notre histoire où on pige bien que si on veut être capable de calculer la masse de la Terre, il va nous falloir la valeur de cette constante gravitationnelle. Et pour ça, il va falloir attendre plus d'1 siècle. L'arrivée d'un gars qui va faire une expérience qui va rester dans l'histoire. Et ce gars, c'est Cavendish. Cavendish, le cycliste? Mais non, pas le cycliste, il est con, lui. Henry Cavendish est un physicien et chimiste britannique né le 10 octobre 1731 et mort le 24 février de la même année. Ah bon? Bah non, je vais juste voir si vous suiviez, quoi. Il est mort en 1810. 24 février 1810. Putain, lui non plus, c'est pas une flèche, hein. Attends, c'est Franck qui a écrit ça? Va savoir. Peut-être que j'ai un petit peu peaufiné le texte. Qui sait? Voilà, donc physicien et chimiste britannique. Et j'insiste sur le fait qu'il était chimiste, parce que autant on va souvent entendre que Lavoisier, c'est le père de la chimie moderne, autant on a tendance à oublier que Cavendish, mine de rien, il a apporté énormément à ce domaine. Oui, bon, après, il était anglais, hein, le gars, donc je crois qu'on peut dire qu'on s'encarre. Ouais. Par exemple, Cavendish a fait une analyse de la composition de l'air qui est bien plus précise que celle de Lavoisier. Lavoisier. On a dit on s'encarre. Et c'est lui également qui a démontré que l'eau, c'était une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Mais c'est pas pour ses talents de chimiste qu'on s'intéresse aujourd'hui à lui, mais pour une expérience. J'avais dit on s'encarre, en fait. J'avoue. T'étais pas parti, toi? Oui, ben ça va, je pars. Connard. Je disais, aujourd'hui on s'intéresse à Cavendish pour une expérience qu'il va mener et qui va révolutionner le monde de la physique. Oh, laisse-moi deviner, il va peser la Terre? Perdu! Il va en fait suivre les traces des travaux de John Michell, travaux dont le but était de calculer la densité de la Terre. Oui, parce qu'en plus d'être un physicien et un astronome, John Michell est avant tout un prêtre. Non, enfin, si. Non mais c'est pas ça que je voulais dire, quoi. John Michell est avant tout un géologue. Je crois que je vais vomir. D'ailleurs, John Michell est en quelque sorte le père de la sismologie, parce que c'est lui le premier qui a imaginé que, en cas de tremblement de terre, les mouvements de sol se propagent sous forme d'ondes. Tout ça pour dire, John Michell, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la masse de la Terre, c'est plutôt savoir ce qu'il y a dans la Terre. Oui, parce qu'attention, faut pas se tromper, hein. À cette époque-là, il y a encore des gens, même sérieux,
qui pense que peut-être la Terre est creuse, et que si elle l'est pas, eh ben on sait juste pas de quoi elle est faite en fait. Et pour répondre à cette interrogation, John Mitchell va mettre en place une expérience très maligne. Et attention, hein, quand je dis qu'il va mettre en place une expérience, ça veut dire qu'il va l'imaginer, la concevoir, la mettre sur le papier, fabriquer la machine, et mourir, juste avant d'avoir pu le faire. C'est con? Ouais, là, j'avoue, c'est con. Je demande 3 secondes de silence pour John Mitchell qui craque à 2 mètres du bol de sangria. Et c'est ainsi que, à sa mort, Cavendish hérite de la machine, tout à fait conscient du fait qu'il y a du génie là-dedans. Et en même temps, le génie est partout. À peu près partout. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que par chez toi, le génie, il est sorti prendre l'air. Eh mais tu vas te calmer avec tes insinuations, ça commence gentiment à me gonfler vos histoires. J'ai rien demandé moi au départ, ok? J'étais même pas censé être là dans cette vidéo là. Non mais c'est pas possible, vous allez me lâcher là, oui ou quoi? Mais on n'y peut rien. On te dit que c'est Franck qui nous prend pour des Sims. Bon, Franck, ça suffit les conneries là. Ah c'est bon, je crois qu'il est parti. Tant mieux, j'en profitais pour aller caguer. Bon, cette expérience de Cavendish, qui est en réalité une expérience de Mitchell, consiste en quoi? Ben, en gros, c'est une balance de torsion dont le but est de déterminer l'attraction gravitationnelle entre 2 masses. Et j'ai rien compris. C'est un truc qui permet de mesurer l'attraction gravitationnelle entre 2 masses grâce à la déviation d'un angle. Peut-être, mais toujours pas. Imagine une tige de métal à l'horizontale, là, comme ça, suspendue par un fil long et très fin. Voilà, la tige métal, elle est là, elle vit sa plus belle vie de tige métallique. Jusque-là, ça va, tu tiens le coup? Ouais. À chaque extrémité de cette tige, on attache une petite boule de plomb. Voilà, donc c'est... Les 2 petites boules, elles sont identiques, hein, même forme, même masse, ouais, une petite boule de plomb au bout de la tige. Ce qui fait que la tige, pour elle, ça change rien. Elle vit toujours sa plus belle vie de tige métallique, hein. Ça va? Ok. Là, maintenant, on approche 2 grosses boules de plomb. Des petites boules de plomb, voilà, et de part et d'autre de la tige. 2 boulasses bien grosses et bien lourdes. Bon bah, titre. L'idée c'est de créer un contraste énorme entre les petites boules de plomb et les énormes baloches de plomb. Ok? Ouais, jusque-là, ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Newton avec sa loi universelle de gravitation? Il nous dit qu'il existe une force d'attraction entre chaque grosse boule de plomb et la petite boule de plomb qui est à côté. Et comme les petites boules de plomb sont aux extrémités d'une tige qui est suspendue par un fil, cette tige, elle peut tourner sur elle-même. Et donc, les petites boules peuvent se rapprocher des grosses boules. Et donc, il y a une torsion dans le fil qui suspend la tige. Et normalement, à cause de cette torsion, ça devrait se détordre et la tige devrait revenir dans son état initial, mais elle ne le fait pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Elle ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas le faire? Elle peut pas justement à cause de l'attraction des grosses boules sur les petites boules. Et une fois que tout ça a trouvé un équilibre, ça signifie que l'attraction des grosses boules sur les petites boules contrebalance exactement la torsion du fil. Et donc si on est capable de connaître la force de torsion qui est exercée sur le fil, on saura exactement quelle est la force de l'attraction que la grosse boule a sur la petite boule. Et comme on connaît la masse de la grosse boule, la masse de la petite boule et la distance qu'il y a entre les 2 boules, bah du coup, sur l'équation de Newton, on a une seule inconnue, c'est G. Et donc on aura la valeur de G. Ah ok, j'ai pigé, putain, c'est malin en fait, ouais, c'est juste. Donc en fait, il y a juste à mesurer la force de torsion dans le fil. Et comment on fait ça? Oui, comment on fait ça? Ben il y a un truc que je vous ai pas dit en fait, c'est que sur cette tige métallique, Cavendish, il a fixé un miroir, verticalement. Et donc, il tourne avec la tige métallique. Et il projette un faisceau lumineux sur ce miroir. Et donc, lorsque la tige se met à tourner, le faisceau lumineux, il se retrouve dévié d'un certain angle. Et les angles, c'est un gueule. Et avec cet angle, on est capable de mesurer la force de torsion. Et là, on commence à se dire que ça sent bon, l'histoire. Moi, ce que je me demande surtout, c'est en quoi tout ce bordel était censé aider à mesurer la densité de la Terre. Bah, on s'en fout, c'est pas le sujet, si. Ah, quand même. Donc, je résume. On a une force qui est une force de torsion qu'on est capable de calculer. Et on a une force qui est une force de gravitation dont l'équation, il y a une seule inconnue, c'est G. Mais la force est exactement de la même valeur que la force de torsion. Et donc, oui, donc, parce que là, ça devient limite chiant l'histoire. Hein. Et donc, on a bien précisément tout ce qu'il nous faut pour calculer G. Et le rapport avec la masse de la Terre? Non, parce que si tu te rappelles bien, à la base, c'était ça le sujet. Eh ben, une fois qu'on a G, on pourra utiliser la formule de Newton sur la gravitation terrestre, cette fois-ci. Et donc, la seule inconnue qu'on aura, c'est la masse de la Terre. On prendra un exemple avec un cadre un peu plus large, avec un objet un peu massif dont on connaît la masse, mais un truc assez conséquent, genre du genre dont on aurait foulé le sol en 1969, par exemple. La moquette des studios Abbey Road? Mais non, crétin.
la Lune. Si on réécrit la formule de Newton, on a P égale la constante G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance Terre-Lune au carré. P, c'est le poids de la Lune. G, c'est la constante gravitationnelle qu'on connaît grâce à l'expérience de Cavendish. La masse de la Terre, c'est la masse de la Terre qu'on cherche à savoir, on la connaît pas. La masse de la Lune, c'est la masse de la Lune, ça on la connaît, puis la distance Terre-Lune, ça on connaît. Donc on a bien une équation à une inconnue. Donc on peut réorganiser les machins et calculer la masse de la Terre. Super. Et en 1798, Cavendish fait le calcul, et du coup, ouais, c'est bien joli, mais il s'agirait de savoir si ça a marché, parce que sinon, tout ça pour rien, c'est quand même très con. Bon, déjà qu'on soit clair sur un truc, les mesures dont on va parler là, elles datent pas d'hier, ok? Non, mais vraiment, faites l'effort intellectuel de vous remettre dans le contexte. Hein. On parle d'une expérience réalisée en 1798. Je veux dire, à l'époque, on se déplace à cheval et les éclairages publics, c'est des lampes à huile. Hein. Le vélo n'existe pas. Je vous parle même pas de la locomotive. Hein. Le vélo n'existe pas. Non, le monde à cette époque, limite, c'est les Vosges. Hein. Et donc, voici les résultats obtenus par Cavendish. Pour la constante gravitationnelle G, Cavendish calcule 6,754 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. Sachant qu'avec nos appareils de mesure actuels, on trouve 6,674 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Je vous le traduis en français. Cavendish s'est trompé d'environ 1% en 1798. Donc j'ai envie de dire, ça va. Et pour la masse de la Terre, lui, il trouve 5,980 fois 10 puissance 24 kg, ce qui fait environ 6 millions de milliards de kilogrammes. Et nos connaissances actuelles de la masse de la Terre, c'est 5,974 fois 10 puissance 24 kg. Donc là, le gars s'est gouré de 0,1%. Ok, donc il est très fort. Et enfin, pour ce qui concerne la densité de la Terre, oui, parce que malgré ce que disent les deux débiles derrière, l'expérience permettait bel et bien de calculer la densité de la Terre, il s'est trompé de 0,06 grammes par centimètre cube. Ce qui est à peu près la densité de vérité dans un script astronico. Et là, je me permets de rappeler que c'est Franck qui a écrit ce script en général, et cette vanne en particulier. Bon, maintenant, il faut admettre un truc, hein. Le fait qu'il tombe sur des résultats aussi propres, ça tombe pas de nulle part. Cavendish, il a été extrêmement méticuleux et précautionneux quand il a fait cette expérience. Par exemple, vous vous rappelez quand j'ai dit que le fil qui suspendait la tige, il était fin? 34 microns de diamètre. C'est plus fin qu'un cheveu. 1798, hein, on rappelle. Et il a observé les résultats de l'extérieur de la pièce pour ne pas interférer. Et bien sûr, pour s'assurer que la torsion du fil était bien due à la gravitation, il a ensuite refait l'expérience, mais en mettant les grosses boules de l'autre côté, pour bien valider, et c'était le cas, que la tige tournait dans l'autre sens. Enfin, et je suis désolé, mais de temps en temps, il faut bien qu'on parle un peu de géologie, le gars a montré que la densité de la Terre était d'environ 5,48 grammes par centimètre cube, donc bien plus que ce qu'on pensait à l'époque. Autrement dit, la Terre n'est pas creuse. Donc, à partir de ce moment-là, l'hypothèse d'un noyau métallique dense de la Terre gagne en crédibilité, ce qui sera bien évidemment confirmé par la suite, notamment avec l'avènement de la sismologie. En guise de conclusion, je dirais que cette expérience a eu des conséquences non seulement dans le domaine de la physique, et également le fait simplement qu'on a appris la masse de la Terre, mais également en gravimétrie. La géophysique moderne. Elle marque également un tournant dans l'histoire des sciences, parce que à partir de l'expérience de Cavendish, la Terre n'est plus seulement observée, elle commence également à être mesurée. Et en plus, bon alors là il y est pour rien, mais Cavendish donnera son nom, c'est pas lui qui va le faire, mais il donnera son nom à un laboratoire dans lequel on va découvrir, à peu près un siècle plus tard, l'électron, le proton et le neutron. Rien que ça. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à aller visiter la chaîne de Franck Dunas, qui a écrit cet épisode. Là, c'est pas lui qui a écrit cette partie du script, là, c'est moi, voilà. Donc sa chaîne Matador, qui est une chaîne qui parle principalement de mathématiques. Mais que ce soit pas bloquant pour vous, je vous assure, allez-y. J'allais dire, allez-y les yeux fermés, mais les yeux ouverts, c'est mieux. Merci également à Yann, à PH et à Pastouille d'être venu passer une tête, même si c'est pas moi qui les ai invités. Franck. Pour le reste, évidemment, vous savez ce que vous avez à faire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.